Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il est 12h30 sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Le bio fait grise mine. Les Français, victimes d'une inflation à 2 chiffres sur l'alimentation, semblent se détourner des produits verts. Peut-être sont-ils aussi un peu perdus face à la multiplication des labels. Vous-même, avez-vous renoncé à manger bio? Avez-vous adopté de nouvelles stratégies pour veiller à la qualité des produits que vous mettez dans vos assiettes? Vous nous appelez pour témoigner. On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en discuter ce midi, j'accueille Mathieu Lancry, président de la Fédération des organisations économiques des agrobiologistes de France. Bonjour. J'ai tout dit. Et Laure Verdeau, directrice de l'agence Bio. Bonjour Laure. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Laure Verdeau, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les missions de l'agence Bio ? Volontiers. Donc nous sommes une agence qui existe depuis 20 ans, créée par les 2 ministères que sont l'agriculture et l'écologie. Et nous sommes au service de l'intérêt général. Et en gros, on a 3 grandes missions. On a un fonds de financement pour les entrepreneurs du bio, parce que ça suffit pas d'avoir du grain bio. Il faut aussi construire des silos, des moulins, des biscuiteries. On édite les chiffres du bio chaque année. Et enfin, on est là pour être un outil d'information et d'explication de ce qu'est le bio auprès des citoyens, qui sont aussi des consommateurs. Alors, les chiffres du bio, vous le mentionnez. Quels sont-ils aujourd'hui, fin 2022, par rapport à l'an dernier ? Alors, il faut garder en tête qu'il ne faut pas confondre en fait les chiffres du bio en grande distribution et les chiffres du bio en général. En fait, le bio, ce sont des produits alimentaires qui s'achètent de façon beaucoup plus diversifiée. Donc, quand on regarde la santé du bio, on a cela de particulier qu'il y a bien sûr la grande distribution, mais elle ne pèse que, entre guillemets, 55%, là où elle fait 80% de l'alimentaire lambda. Oui, 55% tout de même. Mais on va y revenir. Oui, on est d'accord. Mais il y a cela de particulier aussi qu'en fait, on a plus de 28% du marché qui est vendu à travers des magasins spécialisés. Ça, c'est très spécifique au bio, d'avoir des grandes surfaces comme Biocoop, La Vie Claire, les comptoirs de la bio qui, eux, ne vendent que du bio. Donc, c'est à peu près 3000 magasins. Mmh. Ensuite, on a le circuit court. Tout le monde en ce moment dit non, je mange pas bio, je mange local. Bon, c'est bien la preuve que le bio, on peut faire les deux, puisque le bio se vend beaucoup en circuit court. Circuit court, c'est les marchés, à la ferme, ce genre de choses. Beaucoup à la ferme. Oui. Il y a plus d'une ferme sur 2 en bio qui vend en direct. Donc, ça fait que ça représente 11% du marché des débouchés du bio. Et puis, vous avez également les artisans, que ce soit les bouchers, les boulangers, ce sont les primeurs, ce sont des gens qui ne sont pas que bio, mais qui vendent du bio. Et quand ils sont en croissance, ils emportent le bio dans la croissance. Et bien sûr, il nous reste évidemment le débouché de la restauration collective, puisqu'il y a le bio dans les cantines, où l'État a énoncé un objectif avec la loi Egalim de 20% de bio dans les cantines. Et on a la restauration commerciale. Alors pour le coup, le bio est très très peu présent, puisqu'en France, dans nos restaurants, que ce soit le kebab ou l'étoilé, on a moins de 2% de bio. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Vous ne citez pas la vente en ligne ? Non, elle est plutôt marginal. Elle se développe comme dans le reste de l'alimentaire, et effectivement on a même vu des pure players qui ne faisaient que du bio en ligne, mais effectivement le bio est bien vendu dans le drive et dans les courses en ligne de la grande distribution classique. Bon, quand je vous demandais les chiffres, j'attendais surtout le chiffre d'affaires en fait, global du bio. Le chiffre d'affaires global, on pense qu'il va être... Pour l'instant, on a les chiffres effectivement des distributions les plus structurées, ceux qui appuient sur un bouton et les chiffres remontent de la caisse tout de suite. Donc ça, c'est la grande distribution et la distribution spécialisée. Eux, ils ont leurs chiffres beaucoup plus rapidement. Pour ce qui est de tout ce qui est les 33 000 boulangers, les 26 000 fermes qui vendent en direct, etc., ça prend beaucoup plus de temps de remonter. En revanche, on estime, c'est des estimations, mais on publiera les chiffres officiels en 2023, que le marché risque de repasser sous la barre des 13 milliards qu'il avait franchi l'an dernier. 13 milliards l'an dernier, oui. Oui, en fait, d'une manière générale, en France, il y a une déconsommation alimentaire. L'INSEE parle, je crois, de 4% d'achats alimentaires en moins. Le bio, c'est plus marqué. On serait quelque part entre 5 et 10% éventuellement de recul. Mais tout ça à prendre avec des pincettes, puisque effectivement, le recul a été net en grande distribution, mais il commence à se tasser. On a eu des plutôt bons retours de nos administrateurs de la distribution spécialisée sur le fait que le bio se stabilisait. La distribution spécialisée, elle, a vraiment beaucoup souffert. Elle est dans une période où elle doit se repositionner.
En revanche, on estime que les ventes se sont plutôt bien défendues en circuit court et en artisanat. Donc on attend le verdict complet. Alors à vérifier effectivement, mais en gros vous nous dites que possiblement le bio aurait perdu jusqu'à 10% par rapport à l'an dernier. C'est 2 fois plus que l'alimentation d'une manière générale. Après une longue période de croissance, Mathieu Lancry quand même, on est passé en gros de 4 milliards il y a 10 ans à ces 13 milliards dont parlait Laure Verdeau. Est-ce que l'âge d'or du bio serait passé, révolu ? Ah non, c'est l'agriculture biologique reste enfin, je veux dire, c'est pas une segmentation de l'offre alimentaire. L'agriculture biologique, c'est vraiment un projet agricole en transition. Oui. Et c'est une réponse aux enjeux climatiques, de qualité de l'eau, de santé publique, qu'a l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, quand on a des gros soucis, quoi. Les bienfaits du bio, voilà. On les remet pas en cause, mais est-ce que le consommateur aujourd'hui s'en détourne un petit peu ? En fait, il y a plusieurs facteurs aussi. La difficulté, c'est que, par exemple, on l'a vu en grande et moyenne surface, où il y a eu des déréférencements de produits bio, ce qui fait que le consommateur qui consomme un peu de bio de temps en temps, il a du mal à trouver son produit. Et donc, il se rabat sur d'autres produits. Et donc, forcément, on a une baisse mécanique de la consommation liée à ça. Et puis, effectivement, par rapport aux problématiques d'inflation, de coût de la vie, on a aussi une diminution de ce côté-là, mais comme l'ensemble du marché alimentaire aujourd'hui. Alors, c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, là, si j'ose dire, parce que vous dites qu'effectivement, le consommateur ne trouve plus son rayon dans les grandes surfaces, et les patrons de grandes surfaces vous disent, on les enlève parce que le consommateur les demande pas. Alors, je pense que les consommateurs, la grande surface va plutôt aller chercher des produits, on va dire, un peu moins exigeants. La HVE, les zéro résidus, ce genre de démarche là. On viendra à la question de ces labels qui perdent un peu tout le monde. Mais du coup, ça trouble le consommateur dans tout ça, quoi. Le consommateur est complètement perdu dans toutes les allégations qu'on a depuis des années autour de ces différentes démarches. Et donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on recommunique de manière importante sur les bienfaits et ce que c'est que l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est un cahier des charges contrôlé tous les ans, avec des contrôles inopinés parfois dans les fermes, à chaque étape de la chaîne, chez les transformateurs, chez les distributeurs. Et donc on a la sécurité, l'assurance d'avoir un produit qui est produit selon le mode de production qu'on a défini ensemble au niveau de l'Europe. Alors j'ai lu, ça me paraît énorme, vous allez me dire si c'est possible, que les produits bio seraient vendus 30 à 40% plus cher que les produits conventionnels. Alors c'est vrai, en fait c'est très variable en fonction des productions. On a par exemple des systèmes comme le porc aujourd'hui où effectivement, comme on a des fermes qui sont beaucoup plus petites, c'est pas des usines à porc en bio, c'est des petites fermes de 50 truies qui font à la fois la naissance et l'engraissement sur des surfaces avec de l'autonomie alimentaire où en fait ils produisent leurs propres aliments et donc ce qui fait que le coût effectivement de production de ces porcs-là sont beaucoup plus importants, 30-40% par exemple, que le porc conventionnel qui est en fait massifié où en fait on a concentré avec des 200, 300, 400 truies naissant engraisseurs et donc ça n'a plus rien à voir, c'est de l'industrie. Là, c'est pas de l'agriculture. Donc forcément, on a des différences de prix, mais avec les conséquences sur l'environnement, les Bretons peuvent en parler, qui est complètement différent, quoi. Donc je veux dire, le coût du porc conventionnel ne prend pas en compte le fait des pollutions qu'il engendre dans les rivières et sur la mer et les algues, etc., quoi. Alors que le bio le prend en compte vu que il n'y a aucun impact sur l'environnement. Laure Verdeau, je reviens sur ce que disait à l'instant Mathieu Lancry sur la nécessité de communiquer sur les bienfaits du bio. C'est vrai qu'on entend souvent j'aimerais bien manger bio mais j'ai pas les moyens. Quels efforts faut-il faire en matière de communication sur la valeur du bio? Alors, c'est un enjeu effectivement citoyen que d'informer les citoyens consommateurs. Oui, il vaut mieux parler d'information que de communication, d'ailleurs, vous avez raison. En fait, c'est plutôt ça, parce que d'ailleurs, c'est le frein à la consommation qui est le plus en progression. Et effectivement, le prix est un frein, mais il peut se contourner, on va en parler. Mais actuellement, plus d'un Français sur deux ne s'estime pas assez informé sur ce qu'est le bio. Et ça, c'est l'enjeu le plus crucial. On ne peut pas être dans une vraie démocratie alimentaire si on a des citoyens qui ne peuvent pas voter avec leur porte-monnaie parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire sur les produits. Alors, vous parliez du prix du bio, du décalage avec le prix du non bio. Alors, c'est variable en fonction des circuits de distribution. Par exemple, il n'y a pas plus compétitif que du bio
acheter directement à la ferme. Et d'une manière générale, il faut qu'on puisse avoir les moyens, pour ce qui est du secteur du bio, de marteler le message que oui, on peut manger bio, quel que soit son pouvoir d'achat. On est actuellement 68 millions de Français. Donc il y en a 10 millions qui sont en situation de précarité alimentaire et c'est hyper important que le bio puisse être dans le chèque alimentaire, puisse fournir aussi les colis alimentaires. Mais on est 58 à pouvoir faire des arbitrages et on peut faire quelques arbitrages en faveur. En fait, on n'est pas obligé de choisir entre fin du monde et fin du mois. Ouais. Dans la mesure où il y a actuellement, on le sait, 6 leviers. Bio ou pas bio, on sera obligé de les activer pour faire une transition alimentaire. Tout comme on a une transition énergétique qui est en cours, où on limite notre consommation d'énergie, j'entendais les pubs juste avant sur votre antenne, il faut qu'on puisse faire une transition alimentaire vers une alimentation où on gaspille moins. Ça, c'est le premier levier. Ensuite, il faut qu'on cuisine plus. Il faut qu'on achète de saison. Il faut qu'on achète en vrac. Il faut qu'on achète en direct. Et il faut qu'on varie nos protéines et qu'on choisisse mieux notre viande. Et au prix de ces 6 leviers-là, ces 6 efforts-là, on arrive à intégrer un peu plus de bio chaque jour dans son assiette sans faire bouger son budget alimentaire. Ce qui est sûr quand même, et pour prendre vraiment les extrêmes, du coup, vous allez me dire, mais ce qui est sûr, c'est que les produits transformés qu'il suffit de mettre au micro-ondes pour manger sont souvent beaucoup moins chers que d'acheter des produits frais, bio ou pas bio d'ailleurs, et de cuisiner soi-même. Pas toujours, et puis surtout vous absorbez beaucoup de sel, sucre, gras que vous n'avez pas forcément dosé vous-même. Mais alors ça, je suis pas sûre que vu les prix de l'énergie, la pizza industrielle soit pas chère. De toute façon, on manque d'informations et de relevés prix rigoureux là-dessus. On revient dans un instant pour poursuivre cet échange sur le bio qui serait ou pas en crise et sur les solutions pour mieux informer les Français, c'est important, sur la valeur du bio. On revient juste après la pub, il est 12h42, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Le bio qui fait grise mine, on en parle ce matin avec nos invités, Laure Verdeau, directrice de l'agence bio, et Mathieu Lancry, président de la Fédération des organisations économiques des agrobiologistes de France. Merci à tous les deux. On parlait tout à l'heure, avant la pub, de l'importance d'informer les Français sur les valeurs du bio. Laure Verdeau, j'ai vu que vous disiez qu'on est analphabète du bio. Laure Verdeau ? Vous m'entendez ? Ah, on vous avait perdu. Oui, effectivement, parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas eu d'épreuves ni pratiques ni théoriques de bac cuisine avant de partir de chez mes parents. Et donc, je suis partie sans savoir cuisiner ni 2 entrées, ni 2 plats, ni 2 desserts. Et donc, sauf à vouloir faire un parcours d'autodidacte et se former, on est assez peu outillé pour à la fois savoir ce qu'il y a dans notre nourriture, décoder les étiquettes. C'est pas pour rien qu'il y a 17 millions de personnes qui ont téléchargé Yuka dans leur poche. Et puis, on n'est pas assez armé parce que je vous disais, un des leviers pour pouvoir manger plus sans explosion de budget, sans plus de bio, c'est de cuisiner. Or, ça fait pas partie des compétences fondamentales qu'on acquiert. Alors du côté de la grande distribution, on en a dit un mot tout à l'heure, on se tourne plutôt aujourd'hui vers le circuit court, les produits locaux qui ne sont pas forcément bio. Comment on explique cet engouement, parce qu'à la base c'est l'engouement des Français, du consommateur pour les produits locaux? Alors, effectivement, c'est un gigantesque malentendu parce qu'en France, en fait, on a cette particularité par rapport à nos voisins d'Europe de manger et de produire bio. C'est-à-dire qu'on est le premier pays pour la production européenne, on a un leadership européen, on est passé devant l'Espagne, et en parallèle de ça, on est le 2e marché derrière l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on produit bio, on mange bio. Ce qui est génial, puisque ça veut dire qu'on importe peu de bio. En fait, on importe à peu près 1/3 du bio, et là-dedans, c'est essentiellement des produits exotiques, des bananes, tout ce qui pousse pas en métropole. Et donc, si vous enlevez les produits tropicaux, on tombe sur 18% d'import. Donc, ça veut dire qu'à 82%, on est souverain alimentairement en bio. On est bon plutôt là-dessus. Et donc, là-dessus, on a vraiment... on doit de plus en plus penser notre consommation pour soutenir les agriculteurs qui, eux, veulent passer en bio. Ça, Mathieu vous le dira très bien. On a besoin de renouveler les générations d'agriculteurs. Toutes les agriculteurs, c'est une population qui est vieillissante et donc il faut absolument qu'on puisse les renouveler
et les attirer au métier agricole. Et ça, plus d'un sur deux veut venir en bio. Donc la question, c'est pas tellement comment va le marché du bio, mais comment on s'organise pour accueillir les agriculteurs qui, eux, veulent passer en bio. On va pas leur dire non, monsieur, mon monsieur, restez avec vos pesticides. Ce serait dommage. Ce serait la perte d'une chance d'attirer des talents au monde agricole. Alors on s'intéressera un peu plus tard effectivement à cette conversion au bio pour les agriculteurs, sachant que l'exécutif européen a fixé un objectif de 25% des terres agricoles consacrées au bio d'ici 2030. Est-ce que c'est possible? On en dira un mot. Mais restons dans l'offre faite aux consommateurs, Mathieu Lancry. Dans les grandes surfaces, on voit que certains produits affichent des certifications comme le zéro résidu de pesticides, la haute valeur environnementale, ce qui ne veut pas dire, là encore, que ce sont des produits issus de l'agriculture biologique. Il y a aussi désormais le fameux Nutri-Score, et c'est globalement une bonne chose, mais est-ce que tout ça peut pas créer aussi de la confusion dans l'esprit du consommateur ? Oui, c'est évident. Toutes ces démarches, toutes ces allégations depuis quelques années qu'on voit monter, c'est porté comme une bio moins chère, alors que ça n'a rien à voir avec de l'agriculture biologique, quoi. L'agriculture biologique, on se refuse à l'utilisation d'OGM et de pesticides de synthèse. Ces démarches zéro résidu, c'est pas parce qu'on s'est marqué zéro résidu qu'il n'y a pas eu d'utilisation de pesticides. Ils ont juste analysé l'eau à la fin pour savoir s'il y avait des résidus ou pas. Mais ils ont pu utiliser des pesticides. L'HVE, c'est pareil. Enfin voilà. Et ça, c'est mentir aux consommateurs ou faire croire aux consommateurs que c'est de la bio moins chère, alors que ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il faudrait réglementer davantage? Alors, probablement, mais ce qu'il faut aussi, c'est reconnaître le fait que aujourd'hui, la seule agriculture qui répond à ces enjeux d'environnement, de protection de l'eau, on est des producteurs d'eau potable quand on est agriculture biologique. Et ben c'est l'agriculture biologique. Il faut le reconnaître et il faut l'accompagner. Et on parlait tout à l'heure d'accessibilité et de différence de prix. C'est vrai que certaines productions est plus cher en bio, mais par contre, il y en a d'autres, c'est quasiment les mêmes prix. Certains fruits et légumes en pleine saison, on est au même niveau. Et il n'y a pas de différence. Donc la bio a une mauvaise image parce que c'est un produit bio, du coup je regarde même pas le prix ou je regarde même pas l'emballage. Et ça c'est un souci, et c'est l'information que parlait Laure tout à l'heure, où il faut vraiment qu'on communique sur les valeurs du bio et en disant que il y a des produits qui sont plus chers, mais il y en a aussi qui ne le sont pas. Ouais. Et ceux qui sont plus chers, il y a une explication à pourquoi ils le sont plus chers. Ouais. Vous allez loin en disant que le bio a une mauvaise image quand même. En tout cas, il n'y a pas assez d'informations. Oui. Et il y a eu une étude il y a 1 an ou même pas 6 mois qui montrait que la confiance sur le logo AB avait diminué par rapport à il y a quelques années. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on redonne confiance aux consommateurs. Parce que, encore une fois, par rapport aux autres démarches, c'est la seule démarche de qualité qui est certifiée, contrôlée avec un organisme extérieur et donc voilà, qui donne un produit de qualité. Donc ça, c'est important. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les autres démarches, quoi. Ouais, alors pour être concret, je vais acheter mon rôti de porc ou mon kilo de patates. Qu'est-ce que je cherche comme étiquette? Qu'est-ce que je cherche comme label? Il faut regarder le logo l'Eurofeuille ou le logo agriculture biologique. Et ensuite, on a des démarches qui vont un peu plus loin que l'agriculture biologique. Précisons, agriculture biologique, c'est un label français. Oui, français, oui. Eurofeuille, c'est un label européen. Mais qui est le même, comme son nom l'indique. Qui est le même. Et pourquoi pas les fusionner? Alors, en fait, historiquement, le logo AB devait disparaître en laissant la place à Eurofeuille, mais en fait, la connaissance du consommateur par rapport à ce logo-là a fait que on le laisse quand même souvent, ce logo AB, parce qu'il est connu et reconnu du consommateur depuis des années, quoi. Laure Verdeau, précisons que pour avoir ce label agriculture biologique ou Eurofeuille, il est question de la production, mais pas que. Il est question des traitements, évidemment, du transport, du stockage. Enfin, tous ces paramètres-là sont pris en compte. Oui, en fait, le label bio permet d'auditer, de faire auditer par un organisme indépendant qui est agréé chaque année par l'État. Il y en a actuellement 10 qui sont autorisés à auditer le bio. Chaque maillon de la chaîne, c'est-à-dire que si vous mangez du pain bio au restaurant, ça veut dire que la graine, le semencier aura été certifié bio, le céréalier qui l'aura planté aura été certifié bio, le moulin qui l'aura stocké et le silo qui l'aura stocké bio aussi, la biscuiterie ou la boulangerie bio aussi auront été certifiés. Donc on a vraiment des contrôles à toute la chaîne de valeur, et la particularité du bio, c'est que c'est un label alimentaire qui permet à la fois de manger des produits bruts, vous avez parlé de patates, mais également des produits transformés, des biscuits bio. Et là-dessus, c'est à peu près les mêmes restrictions qui s'appliquent, parce que là où un agriculteur
l'agriculteur bio, il va produire dans ses champs en se privant de 90% de la chimie disponible. Eh bien, c'est un peu pareil. Le biscuitier, il va se priver des 4/5 des additifs, des colorants, des exhausteurs de goût, des conservateurs qu'il aurait pu mettre dans ses biscuits. C'est une vraie éthique de production et ça concerne l'ensemble du garde-manger, du réfrigérateur et du placard. Vous parliez tout à l'heure, Laure Verdeau, du secteur de la restauration, sur lequel il y a sans doute des efforts à faire. Alors on peut difficilement interdire aux chefs étoilés, vous en parliez, d'utiliser autre chose que du bio. Mais par contre, la restauration collective, on a des leviers. Est-ce qu'il faut être plus incitatif, voire coercitif, avec les cantines scolaires ou les restaurants d'entreprise? Alors, on a quand même progressé puisqu'on est à 6% sur 20%, mais effectivement, déjà, 20% ne devrait être qu'indicatif, puisque nous, à l'agence bio, on met en valeur régulièrement des cantines qui font plus de 70, 80, voire 100%. Tout le monde connaît bien sûr Mouansartou en bio, 100% bio. Donc on a un vrai enjeu à la fois lever les obstacles qui empêchent d'être à ces 20%, parce que ce qui est génial en plus, c'est que cette loi, elle ouvre un marché d'1,4 milliard. Si on arrive à 20% de bio demain dans les cantines, on a 1,4 milliard pour les agriculteurs bio. Mais sur la restauration commerciale, en revanche, c'est effectivement, c'est pas une question d'être coercitif, mais actuellement c'est fou que culturellement des chefs nous disent non mais moi mon producteur, mes asperges elles sont presque bio. Elles viennent d'à côté, on en revient aux produits locaux en fait. Je connais bien le gars qui cultive les asperges, quoi. Exactement, mais rien ne te dit qu'il a produit sans glyphosate. Donc est-ce que glyphosate et gastronomie dans une mousseline d'asperges c'est compatible? Je ne sais pas. Moi je préfère savoir que le produit a été issu d'un processus qui est labellisé. En fait, le label bio c'est un peu comme la monnaie ou les banques centrales qui garantissent la confiance générale. C'est difficile. Presque bio ça n'existe pas en fait. On ne se fait pas opérer par un presque chirurgien, par exemple. Message envoyé aux restaurateurs qui nous écoutent. Mathieu Lancry, pour un agriculteur qui s'engage dans le bio, combien de temps faut-il pour mériter le label ? Alors c'est la 3e année où en fait on est certifié, où on peut vendre sur le label agriculture biologique. Alors on va dire de manière générale, après en pérenne c'est un peu plus long, mais globalement c'est ça, c'est 3 ans, c'est la 3e année de récolte. Et on a combien de pourcentage de terres cultivées qui aujourd'hui sont dédiées au bio en France ? Autour de 10%. Alors, 10%. Oui, c'est ça, il me semble, alors c'est autour de 10%. Tout à fait. Et l'objectif, je le disais tout à l'heure, serait de passer à 25% d'ici 2030, c'est faisable ? En fait, ça dépend de la volonté politique du gouvernement et c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait des moyens mis en œuvre à la fois pour aider les agriculteurs à se convertir. Oui. Donc ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des moyens à la conversion, mais aussi à maintenir les agriculteurs et à permettre la rémunération des services environnementaux que les agriculteurs biologiques rendent à la société pour justement qu'à la fois le bio soit accessible pour le consommateur et que les paysans qui ont fait le choix de passer à l'agriculture biologique puissent continuer à vivre de leur métier. Alors, vous parlez d'aide parce que c'est important, vous disiez il faut 3 ans pour mériter le label, mais ça veut dire que les 3 premières années, en fait, c'est un peu dur d'équilibrer son budget. C'est pour ça qu'il y a des aides à la conversion, on appelle ça, c'est les 5 premières années qui permettent justement cette phase un peu délicate où on va produire en bio, donc on va baisser le rendement et on va pas pouvoir le vendre en bio. Donc on a une perte de revenus, donc c'est compensé par des aides à la conversion. Et ça permet aussi parfois d'acheter aussi du matériel un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on remplace le pulvé par une herséterie ou des outils de désherbage mécanique. Donc voilà, ça permet aussi ce genre d'investissement. Ouais. À votre connaissance, d'un mot, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui font le chemin inverse, qui repassent au traditionnel Quelques-uns, mais ça reste pour l'instant anecdotique. Ou en tout cas, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont voulu surfer sur la bio, sur l'engouement de la bio, et ils n'ont pas les convictions pour continuer. Donc, cela, voilà, c'est pas très grave. Par contre, c'est important de maintenir ceux qui souhaitent le continuer, ce mode de production. Ouais. Laure Verdeau, vraiment en quelques mots, on approche de la fin. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé une nouvelle aide de l'État à la filière bio et notamment une rallonge de 7 millions pour le fonds Avenir Bio. À quoi ça va servir, sachant que ça ne va pas aux agriculteurs?
Alors, l'aide annoncée, ça a été de maintenir le fonds Avenir Bio à 13 millions et de rajouter 2 millions pour la filière porcine, qui est, comme vous le disait Mathieu, est la plus touchée. J'aimerais juste revenir sur votre question précédente. Très vite. Oui, on est encore en solde positif. Comme je vous le disais, il y a plus d'agriculteurs qui veulent passer en bio qui n'en sortent. Donc on sera en solde positif. Il y a plus de 5000 fermes qui se seront converties au bio selon nos estimations à la fin de l'année. Et il n'y en a que 3500 qui en seront sortis. Donc c'est important de garder cette dynamique en tête. Vous êtes optimiste, pour terminer, sur l'avenir de la filière, même si 2022 ne sera pas forcément une très bonne année si on la compare à 2021. 2023 sera meilleur, c'est ce que vous vous dites ? On estime que la tempête dans la météo dans laquelle est prise le bio actuellement risque de se prolonger en 2023. On espère que l'inflation qui va moins vite en bio qui en non bio va finir par être perçu par les consommateurs, parce qu'on a un vrai problème, on associe bio et inflation et bio produits trop chers, alors que c'est de moins en moins vrai, puisque les bio ont moins de coûts qui ont flambé à répercuter, notamment le coût des engrais. Et donc on s'attend à ce que ce soit encore une année qui secoue, et ça va être une année où le secteur va pouvoir à la fois se jouer collectif. Il est indispensable qu'on communique sur ce qu'est le bio, qu'on rappelle ça à nos citoyens qui sont aussi des contribuables et des consommateurs, et qui doivent soutenir une agriculture qui leur coûte moins cher. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de la filière bio ce matin sur Sud Radio. Il est 12h58. Après les infos, ce sera Jacques Pessis sur Sud Radio. Je vous donne rendez-vous demain à 10h30. Salut, bonne journée.